Aujourd'hui, cette villa me rapporte, après déduction de tous les frais, salaire, les impôts, les taxes, net par an, 60 000 euros. Combien d'argent on gagne à Bali? Quelle est la rentabilité? Quel est le taux de remplissage? Combien de chambres il faut? Eh bien, dans cette vidéo, sans plus tarder, on va répondre à toutes ces questions en toute transparence. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Séraphin. Donc Séraphin, c'est un investisseur qui a investi dans 3 villas à Bali. Il vous dit absolument tout. On vous raconte d'abord son histoire. C'est parti. Poupée! Non, c'est vrai. Salut Laurent, Ouais. Comment tu vas? Bien, toujours. Déjà, superbe villa. C'est une villa de combien de chambres ici? Ok, merci. Ici, c'est une villa de 4 chambres. D'accord. Que j'ai achetée en 2015. D'accord. Donc, ça a été mon premier investissement ici à Bali. Et donc, c'est une villa qui fonctionne très très bien. D'accord. Bon, on parlera un peu des chiffres un peu plus tard et tu vois comment ça se passe. Alors, pour tous les nouveaux investisseurs qui veulent venir à Bali, est-ce que tu peux nous dire en fait d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais avant et voilà, comment tu en es amené à venir investir ici? Donc, en fait, moi, je suis arrivé en Indonésie en 98, donc pour des raisons professionnelles au départ. Et j'y suis resté pendant 8 ans, principalement à Jakarta. Où j'avais mon bureau là-bas et donc j'étais consultant sur des projets pétroliers. Donc pour une grande marque française, on ne va pas citer le nom. Et donc c'est ce qui m'a ramené ici en Indonésie. Et au fur et à mesure que je suis venu à Bali, je me suis intéressé un peu à l'investissement immobilier. À savoir qu'avant j'avais déjà des investissements immobiliers en France. Et bien sûr, ici à Bali, c'est une autre histoire, c'est tout à fait autre chose. Les investissements sont différents, mais beaucoup plus rentables que la France. Ouais. D'où mon choix de faire mes investissements actuellement sur Bali. D'accord. Et alors, la première question qu'on se pose, c'est as-tu eu peur d'investir à Bali la première fois où tu es venu ici et que tu as pris cette décision en fait d'investir dans une villa? En fait, j'ai une petite anecdote. Lorsque j'étais à Jakarta, donc là où je travaillais, donc c'était sur Menara Batavia, pour les gens qui connaissent. Et juste en face, donc ils étaient en train de construire des appartements, des lofts. Et donc je commençais à avoir un peu un œil dessus. Donc à l'époque, donc je vous parle de ça en 2002, je me suis intéressé sur mon premier investissement à Jakarta. Donc j'y suis allé, j'ai visité plusieurs fois, mais j'ai jamais franchi le pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être la peur, la crainte, l'hésitation de vouloir investir à l'étranger. Il faut savoir qu'à l'étranger, il faut apporter des fonds, il n'y a pas de crédit, donc c'est où on a du cash flow, où on ne fait pas d'investissement. Et donc à l'époque, un appartement de 120 mètres carrés valait 80 000 $. J'ai revisité ce même appartement 10 ans après à vendre. À Jakarta? À Jakarta. Ah oui, je sais. Et il valait 300 000 $. Ouais. Voilà. Donc 10 ans après, de 80, on est passé à 300 000 $. Et c'est là que je me suis dit que j'avais fait une grosse connerie. Donc à partir de là, je suis venu sur Bali et là, je vais commencer à m'intéresser sur les investissements à Bali. Est-ce que c'est vrai qu'à Bali, on peut faire une bonne rentabilité? Je confirme, à Bali, on peut faire une très très bonne rentabilité, mieux qu'en France, puisque j'ai une expérience d'investissement en France. Et je dirais qu'à apport équivalent, la rentabilité elle est nettement supérieure, il n'y a pas photo. Si vous avez un bien de 300 000 € en France et que vous investissez 300 000 € à Bali, vous pouvez être sûr que la rentabilité, il n'y a pas photo dessus, elle est nettement supérieure. Après, si tu veux, on peut parler chiffres. Ouais, alors c'est les questions après. Alors juste pour recadrer quand même, tu as investi dans combien de villas à Bali depuis que tu as commencé? Donc aujourd'hui, moi j'ai investi sur 3 villas. Donc ma première villa, mon premier investissement à Bali a été cette villa, donc la Villa Lilis. Première villa en 2015, livraison 2016. La villa a super bien marché. Je me suis lancé dans la deuxième construction d'une villa 3 chambres sur Drupadi.
donc à 15 minutes d'ici. Ouais, donc Sémignac pour. Voilà, Sémignac. On les aide un peu. On reste dans le coin de Sémignac. Et donc une villa 3 chambres qui marche aussi très très bien. Et donc la dernière sur Canggu, sur Brawa. Et là, donc pour l'instant, j'y habite. Et on verra comment ça se passe dans le futur. D'ailleurs, la dernière villa, elle est très belle. Je l'ai vue. C'est combien de chambres que tu fais à Canggu? Donc à Canggu, c'est une villa également de 4 chambres, de 400 mètres carrés, sur un terrain de 6 arts. Et c'est vrai qu'elle est complètement différente des deux autres. Et c'est une villa qui est très agréable à vivre. Et je t'invite à la prochaine interview la prochaine fois. Ah ben, j'espère bien, parce que l'autre villa, ça vaut le coup vraiment de la voir. Tu as été assez innovant au niveau du design et de la qualité que tu as voulu délivrer sur cette villa. Tout à fait, voilà. C'est un design complètement différent, avec des matériaux complètement différents, très moderne, très confortable, agréable à vivre. En termes de taux d'occupation, par exemple, on a une villa ici qui fait 4 chambres. Quel est ton taux d'occupation avant Covid et après, enfin pendant cette période de Covid? Donc la villa Lilis, la villa sur laquelle on se trouve aujourd'hui, donc c'est une villa qui a 4 chambres, qui fait 280 mètres carrés et qui est placée sur un terrain de 5,5 arts. Donc il y a de la place et c'est une villa qui est parfaite pour les familles, mais aussi pour les groupes et puis pour les gens qui veulent vraiment avoir du bon temps. Parce que faut savoir que la location est très importante lorsqu'on fait un investissement à Bali. À Bali, il faut choisir l'endroit où on veut investir. Forcément, ça coûte un peu plus cher, mais on est sûr d'avoir une très bonne rentabilité derrière. Alors pour parler de cette villa m'a coûté donc en 2015 330 000 €, donc pour une 4 chambres. Et donc aujourd'hui, cette villa me rapporte, après déduction de tous les frais, salaire, les impôts, les taxes, net par an, 60 000 €. Donc je trouve que c'est pas mal. Et je défie quiconque de trouver un investissement ou un placement qui rapporte quelque chose équivalent, net bien sûr. Donc pour l'instant, je ne m'en plains pas. C'est une villa donc, qui est occupée en permanence. Donc avant le Covid, elle était remplie à 90-95%. Et pendant le Covid, c'est exactement la même chose, 90-95%. Bien sûr, avec une clientèle différente. Avant le Covid, donc on visait une clientèle qui venait internationale, donc qui venait d'un peu partout. Bon, aujourd'hui, avec les frontières qui sont fermées, ça se limite plutôt à une clientèle indonésienne et à des expatriés ou à des gens qui sont ici sur Bali. Le taux d'occupation reste toujours le même, mais la rentabilité pendant le Covid est divisée par 2. Bon, 30 000 € pour une année en période de Covid, c'est pas désagréable non plus. Ça permet d'avoir une villa qui tourne, de payer son personnel, parce que le remplissage est là, la clientèle est là, il y a de la demande, donc je garde mon staff et j'en suis très content. D'accord. Et est-ce que c'est pareil sur la plus petite villa de 3 chambres? Alors la villa de 3 chambres, c'est exactement les mêmes chiffres que je vous ai donnés, mais en dollars. D'accord. Donc 3 chambres, 60 000 $ net dans la poche par an. D'accord. En revenu. Donc le taux d'occupation est là, les chiffres sont là. Le taux d'occupation avant et après est toujours le même. Il n'a pas changé, sauf que ça vise une clientèle différente. L'avantage qu'on a en Indonésie, c'est que l'Indonésie, c'est un grand pays, donc ça permet aux Indonésiens de voyager. Et donc forcément, on a une majorité en clientèle qui est indonésienne. D'accord. Après, il y a des personnes effectivement qui vont demander des longs séjours, principalement des pays de l'Est, la Russie, l'Ukraine, des gens qui sont des nomades, comment on dit ça? Des nomades digitaux. Des nomades digitaux et qui veulent s'installer, effectivement, avoir un endroit sympa pour travailler, donc ils viennent sur Bali. Et donc j'ai des demandes, beaucoup de demandes pour plusieurs mois avec les nomades digitaux. D'accord. Alors, est-ce que aujourd'hui, tu as déjà investi dans plusieurs villas, tu vois une tendance? Par exemple, ici c'est Sémignac. Maintenant, si tu as un nouveau investisseur qui vient ici, tu lui dirais d'investir où? Faut savoir qu'au moment où moi j'ai investi en 2015, on va dire que l'endroit, on va dire, to be, c'était Sémignac. Maintenant, Sémignac
c'est full. Donc ça évolue et ça a tendance à monter vers Canggu, Brawa, Canggu, et je pense que dans quelques années, Pererenan va faire exactement la même chose que Canggu. Mais aujourd'hui, l'endroit où il faut investir sur Bali, sans hésiter, c'est Brawa, Canggu. C'est mon dernier investissement que j'ai fait là-bas et je ne le regrette pas. Et d'ailleurs, toutes les villas qu'on a, nous-mêmes en gestion, elles sont complètement full aussi. Alors pareil, le modèle a changé, les gens qui viennent ont changé, mais tout est complètement rempli parce que Canggu, c'est l'un des quartiers, au final, qui pendant le Covid a le mieux résisté en fait à la crise. Effectivement, Canggu, aujourd'hui, si on va là-bas, tout est ouvert. Hein. On peut aller... je dirais qu'il y a 99% des restaurants qui sont ouverts, les bars sont ouverts, on peut surfer, on peut aller à la plage. Il n'y a aucune restriction majeure sur Canggu. On a l'impression que la vie ne s'est jamais arrêtée à Canggu. Contrairement à d'autres endroits sur Bali, où là, effectivement, on voit qu'il y a vraiment une cassure sur l'endroit et sur les personnes, malheureusement, qui travaillent dans ces endroits-là. Mais Canggu, effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que la vie ne s'est jamais arrêtée là-bas. Quel est le nombre de chambres qu'il faudrait avoir pour investir à Bali? Personnellement, je dirais qu'il faut avoir un maximum de chambres. Donc pour moi, l'investissement idéal, ça serait une villa de 6 chambres, parce que je crois que c'est le nombre de chambres légales autorisées ici à Bali. Au-delà de 6 chambres, on passerait sur un autre permis, sur un autre permis, etc. Mais pour un investisseur lambda, le maximum de chambres, c'est l'idéal. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les gens, les touristes, ont évolué. Et généralement, ils viennent en groupe, ils viennent à plusieurs familles. Donc ils cherchent à se regrouper localement au même endroit et à proximité des endroits où il faut être. Donc vous aurez plus de facilité à louer une villa 6 chambres qu'une villa 2 chambres. Je dirais que pour moi, le bon investissement, c'est de 4 à 6 chambres. Et est-ce que tu continuerais d'investir pendant en fait, cette période de Covid? Sans aucune hésitation, j'y cogite déjà. Je suis en train de terminer la 3e villa, mais mon prochain investissement, Covid ou pas Covid, il se fera derrière. Et tu n'as pas peur? Je pense qu'après avoir investi sur 3 villas à Bali, une pendant la période de Covid, moi j'ai aucune crainte de ce côté parce que Bali ça va redémarrer, ça ne peut pas rester comme ça tout le temps. Tout le monde a subi la même chose et on le voit partout. Hein. Il y a des demandes pour venir sur Bali. Et c'est clair que le jour où les frontières vont ouvrir à Bali, ça va exploser. Ça peut que aller dans le bon sens, puisque les gens veulent venir à Bali, ont envie de venir à Bali, et c'est une des premières destinations mondiales où les gens aiment venir, parce qu'en fait à Bali on trouve de tout, on peut tout faire, aussi bien du côté sportif que du côté loisir, que du côté relax, pour les familles, les enfants, il y a vraiment de tout. Donc il y a un cadre de vie qui est vraiment exceptionnel ici à Bali. D'ailleurs, petite parenthèse, Bali est sorti numéro 1 en 2021 sur TripAdvisor des destinations en fait les plus demandées à l'heure actuelle. Donc ça vient de sortir. Donc voilà, la demande elle est là et il y a aussi une nouvelle tendance qui est sur les nomades digitaux qui se crée. Exactement. Très forte demande. Il y a un nouveau visa qui va sortir, qui est en préparation de 5 ans. 5 ans, c'est ça. Voilà. Qui va permettre aux gens de venir pouvoir s'installer ici sans ressortir du territoire. Enfin, ça va être beaucoup plus simplifié pour les gens qui aimeraient travailler ici. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à Bali. Je pense que pour les nomades digitaux, autant être bien installé pour travailler que de se retrouver dans un appartement à Paris ou au milieu de nulle part et où il fait tout gris. Donc je pense que le cadre de vie est beaucoup plus avantageux ici sur Bali. D'ailleurs, je crois même que les nomades digitaux qui étaient installés en Thaïlande ont tous tendance à revenir sur Bali. Ah oui, il y a une tendance qui est en train de se faire dessus. Ça mérite d'être confirmé en tout cas. Voilà, c'est ce que c'est un des articles que j'ai lu très récemment. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est pour tous ces gens qui investissent à distance aujourd'hui. Donc toi, tu es expatrié dans un autre pays.
Comment ça se passe au niveau de la gestion de la villa? Faut savoir que moi aujourd'hui, tous mes investissements, quand je les ai faits, j'étais pas forcément présent sur Bali. Donc c'est sûr que il faut avoir une mutuelle confiance à la personne à qui on va confier son projet. Et puis effectivement, il y a toutes les semaines, il y a des rapports, des photos, il y a un suivi qui se fait à distance. De mon côté, moi, j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois sur Bali quand je n'y étais pas en permanence. Ouais. Donc ça me permet effectivement de suivre les travaux, puis de rectifier le tir s'il y avait un problème. Mais si vous avez le bon contracteur, le bon promoteur en face de vous, il n'y a aucun souci pour investir à Bali. C'est une question de confiance et de courage surtout. Ouais. Et est-ce qu'on peut faire un crédit? Enfin, tu as dit tout à l'heure, c'est surtout en cash que ça se passe. Mais est-ce qu'il y a quand même des possibilités pour que les investisseurs à distance fassent un crédit? Est-ce que tu as essayé de faire ça? Alors, il est clair que pour investir à Bali, la meilleure solution, c'est d'avoir du cash flow. Il faut avoir du cash, du liquide, et ça va très bien fonctionner. Autre chose, au niveau des taxes, des impôts, comment ça se passe à ton niveau? Bon, il faut savoir que moi j'ai une société, pas une société, mais donc je fais appel à une société de management ici sur Bali pour gérer mes 2 villas. La 3e, j'y habite, donc pour l'instant elle n'est pas en gestion locative. Et donc c'est le management qui gère tout. Moi je gère absolument rien. Quand tu dis rien, c'est zéro. J'ai toujours un œil sur les villas, bien sûr, sur les bookings, parce que bon, en tant qu'investisseur, on s'intéresse à ce qui va rentrer, ce qui va sortir, et effectivement, quelle va être la rentabilité de la villa. Donc c'est le management qui s'occupe de payer toutes les taxes, les impôts, de payer les charges, la maintenance, les salaires, etc. et de me reverser le revenu net tous les mois sur la villa. Voilà, simple. C'est simple, il n'y a absolument rien de compliqué. Des sociétés de management, il y en a plusieurs à Bali. Je pense qu'il faut choisir la bonne avec qui on a confiance et avec qui on se sent à l'aise. Et à partir de là, vous vous occupez de plus rien, tout est géré par eux. On vous appelle à la fin du mois, on vous dit tiens, je vais faire ton virement, c'est bon, vérifie si c'est OK. En principe, il n'y a aucun problème et on peut y aller en toute confiance. Dans le processus d'achat à Bali, est-ce que ça a été compliqué? J'étais déterminé pour mon premier investissement à Bali. Donc ici, sur ce gang où il y a 5 villas, j'ai été la première villa à être installée ici. Et les autres ont suivi derrière. Donc ça peut aller très vite. Ça, au niveau du notaire? Au niveau du notaire, impeccable, aucun problème, puisque tout est réglé comme du papier à musique. Les notaires sont là, les gens qui vous entourent, ils sont là aussi pour vous conseiller. Les contracteurs sont là, donc tout le monde est là en fait. En fait, vous arrivez, vous êtes tout de suite en confiance. Donc voilà, c'est ça qui fait que ça passe bien aussi. Après, peut-être que le fait que ce soit des promoteurs français, ou belges ou européens, peut-être que ça facilite la communication également. Mais je pense que c'est vraiment pas un point bloquant à ce niveau-là. Après, il faut être déterminé si effectivement, il faut se lancer quoi. Chose qui n'est pas évidente la première fois, puisque moi la première fois, à Jakarta, j'ai loupé le coche avec du regret. Bon, j'ai dit je vais pas le louper une deuxième fois. Ouais. Pas de regret cette fois. Non, j'ai aucun regret et puis je pense que il va y avoir une 4e villa prochainement. Et le lease maintenant, ça fait peur à pas mal d'investisseurs qui ne sont pas habitués à ce système parce qu'ils ont l'habitude de posséder le terrain à vie. Toi, c'était quoi ton point de vue là-dessus? Moi, je trouve que la politique qui est à Bali pour les investisseurs de pouvoir louer, d'acquérir un bien pour 25 ans, voire 30 ans sur la dernière villa, avec des extensions possibles de 15 ans ou de 20 ans, donc au maximum, ça vous ramène à 50 ans de location d'un bien immobilier sur Bali. Il faut savoir que quand on investit à Bali, il faut avoir un mental d'investisseur et pas se dire tiens, c'est à moi,
je vais redonner ça à mes enfants, à ma famille, etc. En fait, vous ne savez pas ce que vos enfants vont vouloir faire plus tard. Donc, leur dire et vouloir leur assurer un avenir en leur disant bah, « Tiens, j'ai investi à Bali, tu vas continuer derrière », ben, on ne sait pas s'il va vouloir ou pas vouloir. Donc moi, je suis venu ici avec un mental d'investisseur. J'ai un bien, je l'exploite. Je sais que dans 25 ans ou dans 30 ans, eh ben, ce bien, il ne sera plus à moi. Mais j'en aurai profité. Le lease, je trouve ça, c'est très bien, c'est flexible. Et on sait pour quelle durée on va investir. Et on a toujours la possibilité d'étendre, effectivement, si on en a envie. Bon allez, allons faire cette visite. Avec plaisir, je vais te faire visiter la villa Lilis. Oui. Alors commence déjà par la piscine. La villa, comme je le disais, elle est sur une superficie de 5,5 carrés. Donc il faut que le premier truc que l'on voit quand on arrive dans la villa, c'est le jardin et la piscine. Ouais. Donc à savoir que c'est une villa qui est quand même de plein pied, donc qui est accessible, on va dire, quasiment à tout type de personnes. Donc on a des espaces avec des chambres qui sont très grandes, donc des chambres classiques avec tout ce qu'il faut, un dressing, télévision, un coffre, une salle de bain très agréable également. La majorité des chambres donnent sur la piscine. Donc là, on a l'espace, on va dire, commun. On va dire qu'on mange dehors, quasiment tous les jours. Tous les ustensiles sont là, machine à café, four, micro-ondes, etc. Plus le staff qui est à disposition pour faire la cuisine si on en a envie. On a l'entrée principale avec un fichement. Avec un fichement, oui, on voit les poissons. Donc là, on voit les poissons rouges, les poissons qui portent bonheur. Avec une grande baignoire, un jardin tropical à l'intérieur, douche, lavabo et le coin toilette. Alors avant Covid, cette villa, en basse saison, elle est louée 280 € par jour. En moyenne saison, elle est louée 330 € par jour. À la pique, donc à savoir que la pique saison, c'est juillet-août, elle est louée 390 €. La moyenne saison, c'est le mois d'avant et le mois d'après, donc juin et septembre. Et on a une ultra pique saison qui se fait à Noël Nouvel An, où là elle est louée 490 € par jour. Et c'est là où tous les propriétaires de villas à Bali, ils s'éclatent un petit peu. À Bali, il y a beaucoup de maintenance, frais de maintenance, il faut que les gens le sachent aussi. Une villa comme ça, de ce type-là, en frais, donc le pisciniste, le jardinier, le staff, l'électricité, enfin, les petits travaux de maintenance. En gros, c'est 17-18 millions de roupias, on va dire 1000 € par mois. Salle de bain. Donc avec des portes, des grandes portes de mouvement. Et la même chose, un petit jardin tropical, un coin de douche, toilette. Donc tout ça, c'est des matériaux qu'on trouve sur Bali. J'espère que vous avez apprécié l'interview de Séraphin. Donc, comme vous l'avez vu, on a parlé des freins qu'on peut avoir, quelle est la vraie rentabilité, les taux d'occupation, le type de villa sur lequel investir et est-ce que c'est toujours intéressant de venir investir ici. Et vous savez quoi? L'interview de Séraphin, elle ne sera pas unique. Il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont vous parler en toute transparence sur cette chaîne et c'est pour ça en fait que je lance la Mio TV. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube, à laisser un like si vous avez aimé, allez visiter le Instagram Laurent Millot, c'est pareil et je vous dis à la prochaine. Ciao!